Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, au chevet de la photographie africaine. Fin 2011, Paris Photo a choisi d'honorer la photographie africaine. Sous la voûte transparente du Grand Palais, le photographe malien Malik Sidibé, couvert de gloire par l'Occident, a été reçu comme un prince. Une de ses photos noir et blanc servait de blason à la manifestation parisienne en train de changer d'échelle. Avant l'ouverture, je m'étais demandé ce qu'il y aurait comme galeries africaines montrant de la photographie. On connaît les biennales Bamako, Dakar, on connaît la vogue des workshops internationaux, et j'avais eu vent des collections montées par le Nord. Quid, cependant, des galeries tenues par des Africains qui vendraient des photographes africains à un public d'amateurs africains? Étaient connues les galeries sud-africaines. Environ 4, 5, peut-être 10. Qui proposent des artistes souvent connus et reconnus. Mais allait-on me faire découvrir de nouvelles galeries, et d'Afrique du Sud et d'autres pays africains? Les organisateurs avaient certainement plus d'imagination dans leur sac, d'informations que les visiteurs, les néophytes ou les connaisseurs friands de nouveautés. Si ce n'était pas le cas, ces organisateurs couraient à la catastrophe. L'hommage rendu à la photographie africaine allait se révéler être une coquille vide vertement désignée comme telle. L'examen attentif du plan des galeries affiché à l'entrée du Grand Palais, ensuite le long parcours des allées bordées de stands à chaque fois dévisagés confirma le pronostic initial, la crainte ressentie avant l'ouverture officielle. Il y avait quelques galeries africaines, une poignée toutes sud-africaines. Rien d'autre sinon la présence des acteurs occidentaux qui depuis plus de 20 ans travaillent sur cette photographie africaine. La presse française n'a pas relevé ce déséquilibre, cette anomalie. Si elle ne l'a pas vu, on ne peut rien dire sinon qu'elle aurait pu faire un effort d'analyse. Si elle l'a vu et qu'elle préférait se taire, on peut supposer que cette omission prend sa source dans une forme d'indulgence. Mais alors, cette indulgence supposée mais familière, elle apparaît comme typique des réactions déjà enregistrées face à l'Afrique photographique. Le silence plutôt que la confrontation, car l'Afrique photographique n'est pas au jour d'aujourd'hui le géant épanoui qu'on laisse entendre qu'il est. Une telle assertion met en péril celui qui la profère. Déjà, vouloir expliquer l'écart tangible entre l'offre réelle en Afrique et l'engouement éclairé, bienveillant, constructif que suscite dans l'hémisphère nord un médium là-bas, dans le sud, globalement peu reconnu est une prise de risque. Celui qui décide de le montrer, de le démontrer se doit d'apporter de nombreuses preuves. À défaut, sa légitimité serait anéantie. Elle le sera non à cause d'un faux pas argumentatif, d'une entorse aux lois du raisonnement, mais à cause du sujet lui-même, la photographie africaine. C'est un fait, ce sujet provoque toujours de vives réactions qui rapidement deviennent passionnelles. Car l'histoire contemporaine de cette photographie est toujours associée à l'histoire de l'Afrique, et l'histoire de celle-ci est liée à d'écrasants contentieux. Cette photographie voudrait s'extraire de ce bourbier qu'elle ne le pourrait pas. Toute l'histoire de l'Afrique pousse derrière elle pour la faire entrer dans la mêlée. Aussi, pour sortir du cercle, pour faire d'autres propositions et dégager d'autres vérités, il faut prendre du recul et mettre à plat tout ce qui la concerne, cette photographie africaine. On verra alors que les points d'entrée sont plus nombreux et plus diversifiés que prévu, qu'ils sont aussi parfois erronés ou inopérants. On verra que les raisons de ne pas douter de son destin, qui existent bel et bien, sont différentes de celles d'habitude avancées. Mais avant cela, je dois revenir à mon point de départ, en 2007, l'année où j'ai choisi de parler de la photographie africaine dans son ensemble et non de me concentrer sur une poignée de pays, ce qui aurait été la solution de facilité, ou la sagesse, comme on voudra. J'en suis d'accord. En 2007, j'étais en passe de terminer un long séjour au Gabon. J'y avais vu qu'il n'y avait aucune archive photographique d'aucune sorte, ni du côté de l'État gabonais, ni du côté de la France au beau centre culturel supposé représenter un fauve allongé, excepté la collection endormie des numéros de la Revue Noire. Les photographes m'ont ouvert leurs portes. C'était sympathique et instructif, mais malheureusement insuffisant. Internet a été utile. Indispensable. La toile indiquait en particulier l'existence des livres sur la photographie africaine, le plus souvent des monographies ou des catalogues d'exposition. En ce cas,
Hormis les rencontres durant mes différents voyages avec les institutionnels, les marchands, les collectionneurs ou les photographes, il est devenu très clair que la rédaction d'un livre sur la photographie africaine passait aussi par la constitution d'une bibliothèque personnelle. Face à l'ampleur de la tâche, une question s'est posée à l'historien de formation que je suis. Cette question a été la question du comment. Comment allais-je aborder la photographie africaine contemporaine ? Cette photographie m'apparaissait inaccessible en raison, comme je viens de le dire, d'un corpus supposé maigrichon, et complètement éclaté, mais aussi inaccessible du point de vue du sens, forcément. Il y aurait quantité de significations, mais comme posées les unes à côté des autres, sans lien spécifique entre elles. Quel ciment allait les faire tenir, toutes ces données disparates que j'avais commencé de collecter ? De plus, ces faits vérifiés, ces photos, ces articles de presse, que sais-je encore, ne manqueraient pas de grossir et encore grossir de manière incontrôlable, au point peut-être de se transformer une sorte de zeppelin fou d'avoir été chargé jusqu'à la gueule. Je sentais néanmoins que mon questionnement semblait avoir un centre autour duquel tout gravitait. Ce pouvait être une notion, une intuition, et qui de nouveau surgissait sous différentes formes. Quelle notion s'était donc imposée, comme à mon insu ? Quel nom lui donner ? Mes impressions étaient là, non reliées entre elles, la documentation loin de moi, les photographes difficilement accessibles. Les articles de presse à portée de main. Les institutionnels, de l'autre côté de la barrière. Le point de convergence était le sentiment de relégation, de mise à l'écart, de distanciation, de distance, enfin et surtout. Cela est apparu d'autant plus clairement que, à la fois historien et photographe, j'avais, au cours de mes précédentes expositions photographiques, été confronté à cette question. La notion de distance qui sépare le photographe de ses sujets pourrait donc être le point de départ d'une définition générale de la photographie adaptée aussi bien à l'Afrique qu'au reste du monde. Quelques photographes ou critiques y font plus ou moins référence. Wim Mellis dit que dans les photos de l'Égyptien Nabil Boutros, il y a souvent une distance invisible qui sépare le photographe du paysage qu'il regarde. En studio, dit à son tour Malik Sidibé, j'aimais le travail de composition. Le rapport du photographe avec le sujet s'établit par le toucher, si. Il fallait arranger la personne, trouver le bon profil, donner une lumière sur le visage pour le modeler, trouver la lumière qui embellit le corps. L'idée d'une distance séparant le photographe des modèles est parfois reliée à la notion d'éthique, comme si les photographes africains, pour affirmer une certaine spécificité africaine, devaient assumer une position morale laissée en jachère par les colons évanouis. Il semble par exemple que dans la très répandue photographie documentaire africaine qui combine descriptif d'un paysage et présence humaine, la distance entre le photographe et son sujet est un sens et que ce sens est à voir avec l'éthique. Si l'on se place dans la perspective africaine de libération et d'affirmation d'un regard collectif au moyen du document, on constate que le levier principal manié par les photographes est la morale. Les documentaristes africains restent redevables, sur le plan éthique, de ce qu'ils choisissent de montrer. Ils se doivent, grosso modo, d'aller du négatif vers le positif et du mal vers le bien. C'est comme une mission qui leur incomberait. D'où un esprit de sérieux parfois rencontré, la dérision n'étant pas le fort de cette photographie documentaire africaine. À rebours, on prend mieux la mesure du succès de Samuel Fosso, ou du moins son originalité narquoise. Du côté des organisateurs d'événements photographiques, on constate en miroir une exigence similaire avec l'idée que l'Occident a un engagement éthique envers l'Afrique. Partant, nombre de commentaires qui accompagnent les œuvres publiées dans Snap Judgment portent un jugement moral sur l'artiste et son regard. Un exemple significatif est celui qui est posé sur les photographies des enfants des rues dortoirs de Dakar, par Sada Tangara. Sada Tangara respecte, est-il dit, la dignité de ses sujets, leur manifeste une secourable empathie. Okwi Enwezor constate inversement que dans le travail de Guy Tillim sur le CBD de Joburg, la distance entre les modèles et le photographe paraît s'effacer et que cet effacement donne à la série son réalisme cru. Louise Basto, de son côté, prend la peine de négocier ses prises de vue avec les sujets qu'il s'est choisis. Le consentement de ces gens ordinaires est capital, c'est lui qui transcende les frontières qui les séparent du photographe. Les sujets, écrit également Okwi Enwezor à propos du travail de Lolo Veleko sur la mode sud-africaine, sont approchés de front,
Leur posture ouverte indique une relation facile, aisée avec la photographe, ce qui pourrait suggérer aux observateurs une forme de transaction sociale entre le photographe et son modèle. Cette posture éthique recherchée par le commissaire dans les travaux des photographes a souvent été revendiquée par les photographes eux-mêmes, par Eileen Perrier, par exemple, une photographe d'origine ghanéenne. Bien sûr, la question éthique reste inséparable de celle de la motivation, des mobiles du photographe. Le sens de la formule de Roland Barthes sur la photographie, ça a été, peut être rapproché du point de vue de Régis Debray pour qui la photographie est un moyen de prolonger la vie. Roland Barthes et Régis Debray ne le précisent pas, mais ils désignent à la fois celui qui regarde la photo et celui qui la prend. On pourrait dès lors transformer ça a été par ça, a été grâce à l'appareil photo que le photographe interpose entre lui-même et la réalité. Ce serait alors comme si le photographe voulait apprivoiser la réalité, comme s'il souhaitait éviter une confrontation redoutée. Précisons aussi que l'extension de la formule d'origine peut avoir deux sens. Ou bien, quelle chance ça a été sans moi, ou bien, ça a malheureusement été sans moi. Ainsi se trouve déplacée en amont, comme par un changement de crantage, l'attention traditionnellement portée aux gestes effectués par un photographe au cours de sa prise de vue. Dans cette perspective, le plus important pour un photographe ou le plus conservatoire, comme on dit qu'il faut prendre après un accident des mesures conservatoires, serait de tenir un appareil dont la fonction est de s'interposer. Le photographe aborde la réalité grâce à son appareil photo qui le protège en même temps qu'il protège les autres. Prise de distance passive mais radicale. Santu Mofokeng, photographe sud-africain, parle du rôle qu'a pu jouer son appareil de manière également positive. Il va même un peu au-delà quand il écrit qu'il a aimé son appareil photo et que grâce à lui, il a réussi à surmonter sa peur des inconnus. D'autres se préoccupent davantage du modèle. Le commissaire d'exposition Olu Ogib, par exemple, qui renforce alors la thèse de l'appareil photographique intercesseur. Pour le modèle, selon Ogib, la prise de vue est vécue comme un rite de passage, une confrontation ou une rencontre avec les lois de l'État, comme pour les photos d'identité ou de passeport. À l'inverse, l'appareil photo peut s'interposer pour le pire. Kevin Carter, auteur sud-africain de la célèbre photo de la petite soudanaise guettée par un vautour, se suicida. C'était prendre la photo, donc contribuer à immoler un enfant décharné ou lui porter secours, ce qu'il ne fit pas. Si l'appareil photo, un objet, s'interpose, c'est que le rendez-vous avec la vie est différé ou impossible. Pour quelle raison ? Par excès ou défaut de sensibilité ? Serait-ce à cause d'une insondable phobie ? Ou d'une invisible obsession de la mort ? Un cas intéressant est celui de Malik Sidibé, qui, littéralement transporté par la présence de ces modèles, a dit que son plus cher désir serait de faire partie du groupe de jeunes gens qu'il transforme, à regret peut-être, en une sorte de tableau vivant. L'idée de l'appareil de prise de vue considéré comme un séparateur pourrait correspondre à la recherche d'un compromis entre ce qu'est le photographe et ce que la société attend de lui. Grâce à l'appareil photo, le photographe se trouve de plain pied avec l'air, la lumière, à l'instar du Meursault hédoniste de Camus, heureux de son rapport paradoxal au monde. La réalité est à portée de main, mais il faut que soit maintenue une distance entre le monde et le preneur d'images. C'est comme si le photographe se contentait d'une preuve optique de sa relation aux autres, son expérience du monde ne pouvant se faire autrement. C'est ce que dit d'ailleurs sur un mode mineur José Cabral, photographe mozambicain qui se refuse à intervenir dans la vie des gens, se contentant de leur rendre visite. Et c'est ce que pense Suzanne Sontag, enfin, qui aggrave à sa manière le propos lorsqu'elle évoque le photographe qui reste derrière son appareil quel que soit le degré de barbarie atteint par l'espèce humaine qui devant son objectif s'entretue. Si l'on accepte ce point de vue, on peut écrire, à l'instar de Suzanne Effena, que l'appareil photo est un mouchard à biais. Pour la photographe, l'appareil photo est en effet l'équivalent d'un écran permettant de séparer le monde intime du monde extérieur. Cette métaphore équilibrerait alors communication et isolement, débat et rejet. Parler du photographe plus que de la photographie permet de prendre en considération le tempérament de celui-ci, un peu comme Maupassant dans la préface de Pierre et Jean déporte la question du style vers la personne de l'écrivain, son caractère. La distinction entre photographie argumentative ou discursive et photographie métaphorique,
distinction assez proche de celle de Michel Poivert entre l'art et le document, reviendrait alors à distinguer de manière certes un peu schématique le photographe contemplatif ou lyrique du photographe qui pense et témoigne, les deux catégories de photographes pratiquant en commun la sélection des paramètres photographiques, des points de vue, de l'instant photographique, etc. Mohamed Camara comme photographe métaphorique. Dans ses chambres maliennes, des peaux au grain sensuel, des objets, des parcelles de corps. Une impression de luxe relâchée s'en dégage, en des couleurs diminuées. La photographie africaine contemporaine considérée ici est celle qui est liée à son mode de production et celle qui est pratiquée aujourd'hui par les Africains eux-mêmes. Ces photographes africains passent pour être nombreux. Ce qui est sûr, c'est que leur profil est variable et qu'il n'existe pas à ce niveau-là d'homogénéité. De même, quasiment personne ne se risque à affirmer que l'Afrique photographique correspond à un ensemble homogène. L'Afrique complexe se compose de plusieurs blocs géographiques différents et irréductibles. Elle abrite de nombreuses religions, des blocs linguistiques multiples, Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lussophone, Afrique arabophone. À tel point qu'on voit parfois des expositions sur l'art ou la photographie en Afrique, mettre un S à Africa ou Afrique. Si en matière de photographie africaine les intellectuels, les historiens de l'art, les catalogues, les livres, la presse abordent l'Afrique en bloc, c'est parce qu'il est en fait impossible de détacher son étude du cadre géographique global. Le repérage et la compréhension de ces différentes composantes photographiques ne peuvent par conséquent se faire qu'avec la prise en compte de ce cadre qui conditionne les productions et explique, jusqu'à un certain point, les jugements portés par des acteurs extérieurs au continent sur ces productions endogènes. En revanche, chacun sent qu'il existe un cas photographique africain. Un ensemble non exhaustif de facteurs sont assez souvent pris en compte dans l'analyse des travaux photographiques, tels que l'isolement relatif, les problèmes de communication, un certain rapport à l'art, le retard économique, la pauvreté, les injustices. Le corollaire de cette énumération est un sous-développement global. Le sous-développement est perçu comme tel, aussi bien par les photographes que par les différentes instances concernées. Le constat de cette situation n'a rien d'une nouveauté. Simplement, il a entraîné sur une période d'environ 20 ans, 1989 à 2012, de fréquentes manifestations d'intérêt et de soutien aux photographes africains. Cette sollicitude s'appuie sur l'idée qu'il faut aider les photographes africains soumis plus que d'autres à d'implacables contingences toujours présentées comme subies. Il faut aider les photographes africains parce qu'ils ont, en particulier, un point de vue à défendre. Mais si un point de vue photographique africain existe, cela ne signifie pas qu'il existe une spécificité de la photographie africaine. L'écrasante majorité des acteurs s'accordent sur ce point. Il est donc nécessaire, pour aborder cette photographie africaine, d'historiciser l'objet de notre étude, ou du moins de garder à l'esprit qu'on ne peut jamais la détacher du contexte historique et politique. Alan Porté ne pense pas autre chose quand il dit que dans notre période l'esthétique est inséparable de la politique. Cette relation forte entre photographie et histoire fréquemment soulignée atteint son acmé avec Travesia, une exposition du Centro Atlántico de Arte de Las Palmas, Canaries, dont le catalogue souligne la dimension fortement, voire exclusivement politique. Un cas photographique africain. En effet, la colonisation européenne et la décolonisation sont les matrices de la naissance, de l'essor et de la diffusion de la photographie en Afrique. Pour caler leurs travaux éditoriaux, les préfaces des ouvrages majeurs renvoient fréquemment à l'ère coloniale comme facteur d'explication et de compréhension de cette photographie contemporaine. La commissaire américaine Claire Bell évoque dans le catalogue de l'exposition de 1996 Insight, la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Selon elle, en ce temps-là, l'Europe colonisatrice considérait l'Afrique comme une entité et les impérialismes utilisèrent la photographie à des fins de propagande. Avec la décolonisation, l'appareil photo passe aux mains des Africains qui s'en servent pour consolider leurs indépendances. Toujours dans Insight, Okuyenwezor et Octavio Zaya poursuivent l'analyse des conséquences de la conférence. Otto von Bismarck et 14 nations européennes redessinent, en 1885, la carte de l'Afrique. Seul le Maroc, l'Éthiopie et le Libéria restent indépendants. De là viennent les problèmes de l'identité africaine.
Les grands marqueurs de l'histoire sont ensuite la conquête de l'indépendance du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser en 1954 et l'indépendance du Ghana acquise par Kwame Nkrumah en 1957. Les deux préfaciers situent dans cette trame historique l'origine d'une problématique du regard, où à mémoire visuelle ethnographique occupe une place abusivement centrale. Dans la préface de l'anthologie Revue Noire, 1998, la parole est donnée à un pur historien, le Congolais Elikiam Bokolo, pour qui la conférence de Berlin s'est contentée d'édicter un certain nombre de règles à respecter pour se voir reconnaître de nouvelles possessions en Afrique. Ces angles d'attaque de la photographie africaine nous invitent à paraphraser le titre du livre d'Henri Rousseau et Éric Conan, Vichy, un passé qui ne passe pas, pour écrire que le passé colonial de l'Afrique est aussi un passé qui ne passe pas. Les traces laissées par l'histoire dans la photographie africaine contemporaine restent fraîches. Les grilles de lecture des critiques, celles des commissaires d'exposition, parfois les travaux des photographes qui traduisent souvent une difficulté d'être, analyse du marché photographique, sont là pour nous le rappeler. L'expression « nous le rappeler » sonne d'ailleurs comme un rappel à l'ordre. De fait, les cicatrices coloniales et les empreintes accent aigu coloniales demeurent le plus souvent marquées du sceau de la culpabilité. Cette culpabilité perdure, étant donné que l'Afrique photographique et l'Afrique tout court sont toujours perçues comme des victimes de l'Occident et de la mondialisation, la compassion et l'indulgence sont de rigueur. Rééquilibrer ou inverser ce point de vue est chose rare. Un Stephen Smith ne sera pas cité par les instances décisionnaires ou par des photographes, Stephen Smith pour qui en particulier, l'exploitation d'Africains par d'autres Africains est une réalité frappée de tabou. On constate comme un déplacement de la question de l'absence de spécificité de la photographie africaine vers la question du regard photographique porté sur l'Afrique par les Occidentaux. Quelle exposition photographique va montrer la véritable Afrique ? Est la question qui ressurgit à chaque grande manifestation. L'historienne française Erika Nimis, qui critique volontiers le contenu d'expositions jugées peu représentatives de la vraie photographie africaine, est comme l'étendard de cette polémique. Cette polémique jamais éteinte, cette bataille ininterrompue que se livrent les critiques, les commissaires d'exposition et parfois les photographes autour de la question fondamentale: qui sont les vrais photographes africains, lesquels d'entre eux représentent l'Afrique authentique, pourrait même être une caractéristique supplémentaire de la photographie africaine contemporaine. L'intitulé « L'Afrique par elle-même » d'une exposition qui s'est tenue à la Maison européenne de la photographie à Paris en 1998, et sa reprise en Belgique en 2003 constitue la réponse qui met tout le monde d'accord. Maintenant que l'Afrique a les coudées franches, elle peut et doit se représenter elle-même. Le titre de son article, Une nation se montrant à elle-même, choisi par la journaliste américaine Vicki Goldberg pour parler de l'exposition new-yorkaise de Seydou Keita en 2001, montre aussi que cette approche dépasse le cadre européen, à moins que les États-Unis n'aient en l'occurrence été influencés par le positionnement européen. Pour Vicki Goldberg, Seydou Keita illustre à merveille cette Afrique qui se représente elle-même. Le Malien plaçait ses modèles au centre absolu de l'image afin de leur donner toute l'importance symbolique qu'ils méritaient. Dans ce débat, le regard photographique du Nord, c'est-à-dire essentiellement celui de la France et des États-Unis, sur la photographie africaine est pratiquement toujours critiqué. Dans ce petit jeu de massacre, on dit par exemple que Samuel Fosso en marin, en joueur de golf ou en robe de soirée se joue des clichés occidentaux. On dit que le Nigérian Uki Youd récupère dans telle installation des images des médias, pour nous rappeler comment l'Afrique est vue par l'Occident. On le constate, le contexte africain est un contexte politiquement sensible. À peine sortie du colonialisme, l'Afrique doit affronter la question néocoloniale. Certains se demandent même si les indépendances ont été une véritable rupture. Elle se sent encore et toujours menacée. Les photographes africains cherchent leur marque, réfléchissent sur leur identité, revendiquent une liberté de parole et d'action. Mais l'histoire tumultueuse du présent, c'est-à-dire l'actualité, est souvent écartée par les commissaires d'exposition. Car un cortège de malheurs et de drames ne saurait donner une image exacte d'un continent qui a besoin de s'affranchir d'une mauvaise réputation injustement acquise. Okwi Enwezor, au même titre que d'autres acteurs du système, cherche ainsi à combattre dans ses choix muséaux l'afro-pessimisme ambiant. Au cœur de cette lutte contre les errances d'une frange de l'opinion publique,
le genre photographique du portrait s'impose comme le genre idéal pour bouter l'afro-pessimisme hors des consciences. Le studio fait tampon avec l'extérieur. Il permet au photographe de s'abstraire des convulsions et soubresauts de l'histoire et de créer des images positives. Surtout, ce genre du portrait offre l'avantage de bien résumer, même si c'est à coups de serpe, tout un pan de la problématique photographique africaine sur la réappropriation. Du temps de la colonisation, le colonisateur se servait de ce médium pour imposer son regard sur l'Africain. Après la décolonisation, les photographes ont continué de l'utiliser, mais pour donner à leurs frères et sœurs africains la possibilité de se réapproprier leur image. Enfin, la part de notoriété aujourd'hui acquise par la photographie africaine vient d'abord et surtout du travail des portraitistes. Chacun sait que le portraitiste Sédou Keita, mort en 2001, est le plus connu des photographes africains. La question de savoir si les photographes africains ont une prédilection pour le portrait est une question incontournable dès lors qu'on se penche sur la photographie africaine visible dans les récents catalogues d'exposition qui reproduisent presque toujours un nombre conséquent de portraits. L'exposition réalisée par Okwui Enwezor à New York en 1996 présentait des photographes africains qui étaient dans leur grande majorité des portraitistes. Et sur le plan des déclarations individuelles, quelques indications sont données. On peut par exemple citer le Malien Chab Touré, galeriste et commissaire d'exposition, qui affirme que les Africains aiment à être photographiés. De quelle autre manière la photographie africaine affirme-t-elle sa vision ? Il semble que le genre photographique le plus approprié pour montrer l'Afrique telle que la vivent les Africains soit la photo documentaire omniprésente dans les manifestations photographiques. Les photographes se définissent souvent par rapport à elle, et les critiques et les différents commentateurs ont fréquemment recours à ce vocable pour définir le travail pris en compte. La photo documentaire, de par la neutralité qu'elle s'impose, permet de dire « c'est différent de ce que vous imaginiez, rejet de l'exotisme, différent de l'idée négative que vous en avez, rejet de l'afro-pessimisme, du racisme ». Elle répond à une urgence, se réapproprier un regard sur soi-même. Elle corrige donc le regard porté par les autres, ceux du Nord, sur celui que vous êtes véritablement. La photo documentaire africaine, parce qu'elle est pratiquée pour le coup dans quasiment tous les pays d'Afrique, produit un nombre impressionnant de photographies. Ces photographies ont peut-être en commun de construire pas à pas, chacune de leur côté, un sens commun, celui qui contribuera à forger l'identité de l'Afrique de demain. De ce point de vue, on rejoint F. Théron pour qui la photographie africaine contemporaine relève, non pas de l'Afrique, mais de l'Afrique en devenir, est le moyen de se représenter le futur du continent. Mais les catégories photographiques sont poreuses. Les photographes africains purs documentaristes sont aussi rares que les purs lyriques. Il arrive souvent qu'un travail de photographe soit défini comme représentatif de ces deux catégories en principe opposées. C'est le cas également de la photographie du réel, quand parfois une subjectivité plus ou moins affinée se glisse entre les grains de l'image. Lorsque cette subjectivité occupe une place conséquente, on en vient à parler de réalisme subjectif. Sinon, ce genre de la photographie du réel reste un simple moyen d'enregistrement de la vie quotidienne. Le photographe nous livre des documents bruts à usage collectif, qui sont destinés à construire ou consolider la conscience d'un peuple. La dimension humblement militante ou courageusement poétique de la photographie du réel se suffit en général à elle-même. Elle fonctionne de façon autonome. Peu de discours périphériques viennent se fixer sur son rocher. Cette dernière remarque découle à contrario du repérage que nous avons pu faire à l'intérieur d'un genre baptisé photographie citoyenne, de discours prenant une place de plus en plus importante, un peu comme des accrétions qui se transformeraient en métastases. Dès lors, l'attelage photographie-discours pourrait aussi bien être l'attelage discours-photographie. Cette incontestable hégémonie discursive s'appuyant sur une photographie conçue comme reflet de la pensée et marqueur d'un engagement social et politique est manifeste chez les jeunes auteurs. C'est un fait très contemporain, même cela constitue un signal d'entrée de l'Afrique photographique dans la contemporanéité. Comment l'expliquer ? L'élite des organisateurs de manifestations axées sur la photographie africaine est en fin de compte réduite, élite qui compte dans ses rangs un nombre non négligeable de philosophes de formation, Simon Niami,
Pep Subiros, Koyokush, Okui-Enwezor. C'est une des explications possibles. Il y en a d'autres. Cette hégémonie discursive peut aussi être interprétée comme un moyen de pénétrer plus facilement. Les circuits internationaux de la photographie l'ont enfermé aux photographes africains. Plus qu'aucun autre commissaire d'exposition, Okui-Enwezor prend le risque d'adosser ses partis pris intellectuels à des photos précises. Il assure un aller et retour rationnel entre idées et images. Faisant confiance au principe de l'analyse, Okui-Enwezor intègre des fragments de photographie dans ses descriptions précises. Cette méthode de travail n'a pas pour objectif l'accouchement d'une esthétique de la description, elle a pour objectif d'assurer la primauté de la raison. Okui-Enwezor charge cette dernière de décortiquer les œuvres, de leur donner un sens qui assurera leur rayonnement. Sa conscience critique en état d'alerte, il regarde les photos si l'on peut dire droit dans les yeux. Ses textes analytiques, ses commentaires référencés et engagés revêtent un caractère scientifique qui reste étranger aux manifestations subalternes de la sensibilité. Ce type de regard professionnel ultra conscientisé n'est probablement pas représentatif du regard d'un spectateur moyen, du moins d'un certain type de spectateur, celui qui aborde une photographie en se mettant dans la position de capteur, le capteur étant celui qui contemple l'œuvre photographique de manière globale, instantanée, intuitive. C'est un autre type d'approche, une autre sorte de plaisir, une immersion confiante, peut-être voisine de l'hypnose. Ce serait une façon de ne pas trier ou de ne pas hiérarchiser la quantité énorme d'informations jetées en pâture, au regard émerveillé. Ces informations rassemblées dans la configuration absolument originale de cette photo précise, et pas d'une autre, non démêlées les unes des autres, seraient appréciées à cause justement de leur confusion bruissante témoignant avant tout de la fameuse suspension du sens. À ce titre, il semblerait que dans la photographie contemporaine en Afrique, la photo de célébration des sens lyriques, son ressort soit l'émotion individuelle, plus ou moins déconnectée des exigences du monde réel, soit minoritaire. Est-ce faiblesse ? La photographie africaine contemporaine est rarement exposée pour elle-même. Au sein des manifestations artistiques, elle est souvent accrochée aux côtés d'autres disciplines artistiques. Cette interdisciplinarité est repérable à Sevenstone, à Londres en 1995, à Suites africaines à Paris en 1997, à Outro País à Las Palmas en 1994, à Die Andere Reise, à Krems en 1995, à Africa Remix en 2005, etc. En Éthiopie, le Zoma Contemporary Art Center, le ZCAC, à Addis Abeba qui a ouvert ses portes en 2002 est un lieu pluridisciplinaire d'exposition et de résidence promis aux Éthiopiens et aux étrangers. Cette interdisciplinarité est par ailleurs de plus en plus pratiquée par les photographes eux-mêmes. L'Algérien Amar Bourras pratique ce qu'il appelle une esthétique du métissage de la photo d'art, de la peinture, de la gravure et de la vidéo. Cette interdisciplinarité débouche sur une hybridation des formes à mettre en relation avec le lent grignotage de la frontière qui sépare tirage photographique classique et production conceptualisée, plus immatérielle. Photographie documentaire, photographie du réel, hégémonie discursive sont autant de photographies plus ou moins citoyennes soclées sur l'incontournable notion d'engagement. Mais l'engagement de l'artiste est protéiforme. Il y a en particulier celui des photographes qui, ici et là, décident de vivre avec les gens le temps de produire leur nouvelle série. Ce vivre avec l'autre place le reportage sous les auspices de la confiance, du partage sincère et de la vérité. Guy Tillim a ainsi vécu avec les occupants d'immeubles menacés de destruction, dans le quartier noir de Joburg. Mais Guy Tillim est aussi un photographe de guerre. Sud-africain né en 1962, à cheval sur deux genres photographiques différents, il est un photographe charnière de l'histoire de la photographie de son pays. Il est à la fois un adepte de la concerned photographie initiée et mise en acte au temps de l'apartheid par de courageux photographes, et un défenseur ferme et discret d'une photographie artistique. La photographie engagée, on le constate, a beaucoup à voir avec les conflits armés. Le monde photographique africain a héritage anglo-saxon, avec aussi des pays comme le Zimbabwe et le Kenya, a produit des images puissantes exigeant un type d'engagement sans rapport avec celui des photographes férus de discursivité.
Le Mozambique, confronté à la houle tardive des dernières guerres d'indépendance, se trouve dans le même cas que l'Afrique du Sud avec une production marquée par les guerres post-indépendance. Cette production documentaire a eu la particularité de jouer un rôle majeur, reconnu en tant que tel, dans la défense des intérêts de la nation mozambicaine. Et comme l'Afrique du Sud, elle a dû se remettre en question lorsque la guerre civile mozambicaine s'est achevée en 1992. Que faire comme photographie dans le nouveau contexte de la paix ? Algérie. Énorme prise de risque par des photographes acceptant de se mettre en danger en un pays traversé par la guerre civile, dans un pays également en guerre contre l'image. Zora Ben Semra, photographe algérienne, couvre l'actualité de son pays ensanglanté depuis le milieu des années 1990. Peut-on dire que cette femme, à l'instar des autres femmes photographes africaines, fait bouger les lignes ? Si la question n'appelle pas de réponse immédiate, il reste tout de même important de la prendre en considération dans la mesure où ces femmes de nationalités diverses abordent des thèmes parfois spécifiques. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'elles contribuent pour une bonne part à la marche de la photographie africaine vers la reconnaissance et l'Afrique vers la démocratie. Ce vide qui peut s'expliquer de différentes façons est en partie comblé par l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. La France est forte d'un réseau culturel sur lequel elle peut compter pour aider les photographes africains. Aider, encore une fois le mot-clé pour comprendre le lien pensé par la France et aussi les États-Unis entre développement et culture. À tel point que l'on peut se demander si la photographie africaine serait ce qu'elle est aujourd'hui, sans la France et l'invention par le général de Gaulle et Léopold Sédar Senghor de la francophonie. Les efforts français pour soutenir la photographie africaine donnent à l'Hexagone photophile une sorte de droit de regard sur les photographes africains originaires d'un nombre non négligeable de pays du continent. Il arrive naturellement que cette position occupée soit remise en cause. Mais elle nous a paru suffisamment tangible pour pouvoir baptiser un chapitre « Francophonie et photographie ». Pourquoi l'avoir placée après le chapitre « La photographie dans les pays à héritage anglophone ». Se référer explicitement à ces deux anciennes puissances coloniales pour étudier la photographie en Afrique pourrait être interprété comme une provocation, eu égard aux indépendances acquises depuis un demi-siècle. Comme il est délicat d'aborder un continent d'environ 30 millions de kilomètres d'eux dans sa globalité, et aussi pour les raisons que l'on vient d'esquisser, il s'est avéré préférable d'utiliser cette notion de bloc. L'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, ne le fait-il pas en 2007 quand, interviewé par l'hebdomadaire Jeune Afrique, il réfléchit sur l'Afrique actuelle ? Mis à part la tragédie du génocide au Rwanda, les immenses drames ou guerres civiles qui ont ensanglanté l'Afrique ont eu lieu en dehors de la zone d'influence française. Biafra, Éthiopie, Ouganda, Soudan, Angola, Somalie, Mozambique, Libéria, Sierra Leone, Afrique des Grands Lacs. Aussi critiquable que cela puisse être, cette étude sur la photographie africaine est donc en partie structurée par un découpage hérité de la colonisation. Nous avons établi une distinction entre l'Afrique photographique à héritage francophone, incluant l'ère arabophone, et l'Afrique photographique à héritage anglophone avec un peu en marge, une Afrique à héritage lussophone. Et tant que l'Afrique n'aura pas franchi certaines étapes, ces deux influences se feront fortement sentir dans le domaine de la photographie africaine. À tel point qu'on peut parler, sur ce terrain précis de la photographie, de rivalité non dite entre les influences françaises et anglo-saxonnes. Africa Remix, Beaubourg 2005, privilégie les photographes originaires de pays francophones tandis que Snap Judgment fait la part belle aux photographes d'origine anglo-saxonne. Dans cette optique, l'Afrique du Sud avec sa pépinière de photographes talentueux évoluant dans une économie de marché à l'occidental prend à contre-pied les pays d'Afrique francophone, où les représentants de l'administration française répartissent des aides d'origine étatique. L'Afrique du Sud, et ce aussi bien sur le plan de la production, du mode de production, du réseau international de distribution que de la réputation, a des réflexes et une trajectoire différentes. L'Afrique du Sud ce n'est pas l'Afrique, avancent certains. Mais ce lieu commun sort le plus souvent de bouche française que d'anglo-saxonne ou africaine. L'intérêt porté par le Nord à la photographie africaine s'explique également par le phénomène géographique et historique de la diaspora. Les photographes africains émigrés
ont souvent contribué à la prise de conscience par les opérateurs occidentaux de l'existence d'une photographie africaine. Sans l'avoir véritablement cherché, ces photographes au parcours varié ont joué le rôle d'ambassadeurs de la photographie du continent noir. Mieux, ils ont souvent, plus qu'on ne veut bien l'admettre, nourri de leurs travaux nombre de manifestations. Est-ce au détriment des photographes contemporains restés sur le sol africain? Ou bien est-ce pour pallier un déficit relatif en photographes locaux pratiquant une photo d'art? La question mérite d'être posée. Lancinante et épineuse question de la reconnaissance. La photographie africaine, comparée à d'autres, est jeune. Le contexte étant ce qu'il est, on n'a pas de difficulté à comprendre les raisons pour lesquelles les photographes africains et leurs supporters s'échinent à dire au monde qu'ils existent. Cette grande affaire de la reconnaissance qui est, à mon sens, une autre des spécificités de la photographie africaine contemporaine, aiguise les stratégies pour la simple raison que dans de nombreux cas celles-ci sont directement associées à la question de la survie professionnelle. C'est à partir des années 1990 que la photographie contemporaine africaine devient véritablement visible. Avant cette période, les pays du Nord, maîtres des récompenses, la considèrent comme quantité négligeable. En 1966, l'Américain John Sarkowski publie L'œil du photographe sans mentionner aucun photographe africain. En 1989, les magiciens de la Terre ouvrent une brèche. Même si la photographie africaine est absente de l'exposition de Beaubourg, on peut estimer qu'elle lui prépare le terrain. Ensuite, 1991, une date pivot. C'est la création de la Revue Noire à Paris, c'est l'exposition Africawa à Las Palmas avec le commissaire André Magnin. Aucune photo d'exposé dans cette manifestation, c'est Africa Explore à New York. On le voit, la France et les États-Unis font une apparition chronologique simultanée. Ces deux pays du Nord vont au coude à coude, jouer un rôle essentiel dans le processus de reconnaissance internationale de la photographie africaine. Aucune autre nation du Nord ne s'impliquera autant qu'elle. La naissance du Festival de Bamako en 1994, le succès d'Insight à New York, 1996, la parution de l'anthologie Revue Noire de la photographie africaine, 1998, Africa Remix à Beaubourg en 2005 et la photographie africaine contemporaine à New York en 2006 poursuivent le processus. La photographie africaine s'affirme. Elle dit au monde sa capacité créatrice. Mais le surgissement de cette photographie africaine sur la scène mondiale dans les années 1990 ne signifie pas pour autant que la partie est gagnée. En 1995, Jean-Loup Pivin, l'un des 3 fondateurs de la Revue Noire. Aujourd'hui nous parlons d'une dizaine de pays africains, mais que se passe-t-il dans les autres pays? Nous ne savons rien de la presque intégralité des pays de l'Afrique de l'Est, de la plupart des pays de l'Afrique centrale et d'encore nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. En 1998, dans Histoire de la photographie paru aux éditions Larousse sous la direction de Jean-Claude Lemagny et André Rouillet, pas un photographe africain n'est représenté. En 2002 paraît la photographie contemporaine de Michel Poivert avec un seul photographe africain, Hossein, et sa Madone, dite la Madone algérienne, en 1997. Les Editions de la Martinière présentent, en 2004, dans leur encyclopédie de la photographie 2 photographes africains, Sédou Keita et Malik Sidibé. Enfin, en 2007, le dictionnaire des photographes par Hans-Michael Quetzle ne cite pas non plus de photographes africains. Cette apparition de la photographie africaine sur la scène internationale ne saurait donc masquer un mal-être. La photographie peine à être reconnue comme un art sur l'ensemble du continent africain. Les photographes vivent mal de leur métier et pâtissent du désintérêt de leurs dirigeants pour leur profession. Le public lui-même n'est pas encore au rendez-vous. De toute manière, cette question reste indissociable de celle du véritable statut de la photographie en Afrique. Un art? Un art populaire en raison de la rapidité et de la simplicité d'exécution. Art populaire puisque la sublimation, il existe différents degrés de sublimation artistique, nécessaires pour faire des photos et d'une moindre intensité que celle demandée pour écrire l'Iliade et l'Odyssée. Le jeune photographe malien Mohamed Camara constatait tristement dans une interview récente que dans son pays la photographie n'était pas considérée comme un art. Étendre son propos au reste de l'Afrique serait-il abusif? À considérer l'ensemble des populations africaines, sans doute pas.
Mais si l'on accepte de se restreindre au seul milieu averti de la photographie, on observe des différences notables. Par exemple, en Afrique du Sud et au Mozambique. Ces deux pays, on l'a vu, passent à peu près simultanément de la guerre intérieure à la paix. Or la photographie, dans ses dénouements heureux, a joué un rôle de premier plan. Et une fois la guerre terminée, il a bien fallu que la réflexion et les pratiques photographiques s'adaptent. C'est ce pragmatisme presque obligé qui a permis une mue de la discipline photographique. Bien sûr, ce sont les photographes eux-mêmes qui en ont été les principaux instigateurs. À étudier les déclarations des uns et des autres, aussi elliptiques fussent-elles, on voit bien qu'a été négocié, argumenté, revendiqué, un passage de la photographie documentaire à la photographie artistique. Sur un continent caractérisé par un déficit esthétique, comme disent parfois des acteurs de la photographie africaine, c'est aussi la seule démarche qui permette d'accéder au marché international de la photographie, cette stratégie du contournement étant justifiée par le constat d'un marché photographique africain éthique. 1. D'ici et d'ailleurs, contexte et spécificité. 1. Cicatrice coloniale, empreinte néocoloniale. Un des points de vue en surplomb. 2. Incertaines irrigations. Jusqu'à quel point les thématiques coloniales et néocoloniales irriguent-elles aujourd'hui les travaux des photographes africains résidant en Afrique? Des commissaires d'exposition, des journalistes et d'autres commentateurs produisent des discours d'accompagnement destinés à guider le grand public dans les manifestations photographiques. Un commissaire d'exposition choisit son thème, sélectionne photographes et photographies et au bout du chemin, supervise le catalogue, trace essentielle de l'événement éphémère. Ce constat d'évidence explique l'approche déductive adoptée ici, puisque le matériau principal est fourni par les introductions de ces catalogues, en général courtes. Il est important de préciser qu'il n'existe, à ma connaissance, pas ou peu de livres génériques traitant de l'Afrique photographique contemporaine. L'anthologie de la Revue Noire parue en 1998 a-t-elle aujourd'hui un équivalent? Manifestement non. En 2006, l'exposition new-yorkaise Snap Judgment, pilotée par l'Américain d'origine nigériane, Okwi Enwezor, est pérennisée grâce à un catalogue à la photogravure exigeante et qui avait l'ambition de présenter un panorama de la photographie africaine contemporaine. Okwi Enwezor y justifiait ses choix de manière approfondie et documentée, mais ses efforts de redéfinition de la photographie africaine contemporaine sont passés inaperçus en France. Un des points de vue en surplomb. La photographie africaine contemporaine porte les marques et les stigmates des questions coloniales et néocoloniales. Sur cette question de l'inaltérable responsabilité occidentale dans la situation que traverse aujourd'hui l'Afrique, il existe une pensée type qui en général prend peu en compte la photographie, et que nous pourrions synthétiser de la manière suivante. La racine du problème relationnel qui sépare actuellement l'Afrique de l'Occident remonte à la question de l'esclavage précolonial. Cet esclavage précolonial est assimilable à la Shoah. Aujourd'hui, dans les années 2000, les cicatrices et stigmates de cette histoire restent présents sous la forme évidente du néocolonialisme. Le photographe sénégalais Mama Kassé, écrit Pep Subiros dans un catalogue d'exposition de 2001, a appris la photo avec le Français expatrié Oscar Lataque avant de s'installer dans son propre studio. Nous y voyons rejouer la dialectique historique maître-esclave. Dans le même catalogue, David Ashkar s'arrête sur l'importance du rituel des funérailles en Afrique puis explique « Sinon on enterre mal un ami ou un ennemi. Son fantôme reviendra tout le temps jusqu'à ce qu'on l'enterre convenablement. Nous n'avons pas enterré le colonialisme, aussi on peut voir son fantôme partout. » En 2005, l'historien français de la photographie André Rouillet vitupère Africa Remix. Rouillet ne raisonne pas par rapport à la photographie africaine, mais par rapport à l'art africain en général. André Rouillet estime qu'Africa Remix a fait fausse route. L'exposition s'est en effet évertuée à définir l'essence de l'Afrique, alors qu'il aurait tout simplement fallu montrer les relations actuelles entre l'Afrique et l'art, et la façon dont celles-ci s'inscrivent dans une dynamique particulière. Selon un autre universitaire, Georges Merillon, les modèles de Sédou Keita incarnent le refus de l'histoire coloniale qui les a le plus souvent méprisés. En 2006, le musée du Quai Branly venant juste d'être inauguré,
La chercheuse française Erika Nimis constate que des manifestations organisées par la France le sont par rapport à un passé colonial encore mal digéré. Travesia est une exposition organisée par Joël Busca en 2008 au Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, Canaries. Cette exposition offre un autre exemple du primat de l'approche politique. Joël Busca affirme dans la préface du catalogue que le contexte de la recolonisation justifie une exposition entièrement politique. Les artistes qui y participent, tous dans l'adversité, assimilent le fait d'exposer à un acte de résistance. Ils le font au moyen d'installations à la fois politiques et impressionnistes. D'après Joël Busca, les voyages des esclaves à bord des bateaux négriers ont aujourd'hui comme pendant les terribles voyages de ceux qui parmi les Africains tentent de gagner le Nord. Pour Olu Ogibe, enfin, les artistes africains qui travaillent en Occident restent littéralement prisonniers du désir de celui-ci de posséder et soumettre des colonies. Globalement, dans ces textes de référence d'un relatif manichéisme et qui émanent de Français ou de binationaux qui ne vivent pas en Afrique, mais Pepe Subiros est espagnol et Olu Ogibe africain, dans ces survols généralistes qui prennent l'Afrique en bloc et qui citent rarement des photographies, l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme sont envisagés comme des plaies ouvertes. Or une étude serrée de la production photographique de ces 20 dernières années montre que la question du pesant héritage colonial et esclavagiste légué par l'Occident à l'Afrique a été globalement peu abordée par les photographes. De plus, lorsqu'ils investissent le thème du colonialisme ou du néocolonialisme, les photographes africains francophones travaillent davantage sur la notion d'empreinte alors que leurs confrères anglophones donnent le plus souvent à voir la métaphore de cicatrices mal refermées. 2. Incertaines irrigations. Jusqu'à quel point les thématiques coloniales et NE-coloniales irriguent-elles aujourd'hui les travaux des photographes africains résidant en Afrique? Cette photo en noir et blanc non datée est tirée par un Danois, Sokelund, et d'Abderrahman Sakali. S'agit-il d'un plaidoyer anticolonial? Une femme assise tient par la taille un jeune homme resté debout. La jeune femme pince ostensiblement entre ses lèvres une cigarette éteinte. Elle montre ainsi qu'elle peut se donner la liberté de fumer. Son affectation se lit dans les doigts tendus de sa main gauche, comme plaqués sur la jupe, et qui mettent sa bague en valeur. La jeune femme pose autant qu'elle fait poser sa main. Elle adopte, à l'instar du jeune homme, une posture significative, arbore des objets signifiants. Ils font montre tous les deux d'intentions précises. La femme donne à voir son niveau de richesse, réel ou désiré, bague au doigt, pendentif, belle robe. Son appropriation ludique de signes masculins, casquette et cigarette, va dans le même sens. Il est donc difficile de croire que ce couple précis cherche exclusivement à se démarquer d'un regard occidental colonial et néocolonial. Dans cette séance de pause, la façon dont les deux sujets font travailler des valeurs propres à la société dont ils sont issus, richesse et identité sexuelle, peut laisser penser qu'ils se démarquent davantage des codes ambiants et travaillent dans le registre de l'empreinte subtile. Empreinte d'une empreinte coloniale, cette photographie narquoise par le Malien Mamadou Konaté d'un panneau de signalisation d'Ekati est un gros plan sur les cercles concentriques d'une cocarde tricolore agrémentée d'un souvenir français. L'Égyptien Nabil Boutros photographie l'écrivain Marcel Zang assis contre une bite d'amarrage. Bon baiser de Gorée, est-il ironiquement écrit en bas du tirage. Nabil Boutros photographie aussi l'écrivain debout à l'arrière d'un bateau arborant pavillon tricolore ainsi légendé, qu'un sang impur. L'attaque réfléchie, généraliste, s'apparente au devoir de mémoire. Sami Baloji, photographe congolais, propose un travail fortement imprégné de la question coloniale. Baloji a en particulier produit une série conséquente sur Gécamines, la Société Générale des Carrières et des Mines, qui exploitait en rez-de-chaussée jusque dans les années 1970, du cuivre. Revisitant l'histoire du Congo, Sami Baloji veut mettre l'accent sur la domestication des esprits et des corps, par les Belges qui ont même mené des recherches génétiques pour créer une nouvelle race de travailleurs idéaux. En somme, ce travail métaphorique exhibe une plaie à ciel ouvert. Les oubliés de la médaille, par José Tienro Mali, traite le sujet rarement abordé en photographie des anciens combattants africains auxquels la France ingrate n'a jamais voulu témoigner sa reconnaissance. Le sujet est traité frontalement. Ces Africains hors d'âge posent dignement, leurs médailles comme incrustées dans le tissu d'un boubou ou d'une veste.
Ces valeureux soldats ne portent pas de cicatrices visibles. Mais leur amertume s'enfonce dans la conscience d'une France oublieuse. Au demeurant, pour mieux appréhender l'ampleur du problème, tout un chacun peut consulter cet ouvrage sorti en 2006, La Force Noire, gloire et infortune d'une légende coloniale. Sa richesse iconographique restitue toute son importance à un sujet qui souffre, exposé à Bamako en 2005, d'un manque de mise en perspective. La photographie suivante est l'une des plus connues de Samuel Fosso, et l'une des plus célèbres de la photographie africaine. Plusieurs lectures de cette image sont possibles. Il doit donc bien exister un lien entre son caractère polysémique, qui tient aussi de l'ambiguïté, et sa notoriété. L'étude des commissaires-priseurs français Cohen-Calmel en fait le lot 53 de sa vente du 9 juin 2005 consacrée à l'art contemporain non occidental de 1989 à nos jours. La même année, le Musée national d'art moderne l'acquiert directement auprès de l'artiste, et elle est reproduite en pleine page 125 du catalogue d'Africa Remix 2005. Elle illustre aussi la couverture du même catalogue, version allemande. L'Agence française de développement, AFD, l'achète en 2007. À l'origine, Tati Autoportrait IV, le chef qui a vendu l'Afrique aux colons, est une commande passée à Samuel Fosso en 1997 par le magasin parisien Tati, boulevard Barbès, et dont la clientèle est principalement africaine. Samuel Fosso, installé sous une tente, avait été invité à y faire le portrait des clients de passage. En couleur, de dimension muséale, 101 cm par 101 cm, le chef est un grand carré connotant équilibre et stabilité en adéquation avec le mental de ce chef d'opérette installé sur son trône comme Zeus dans Zeus et Thétis d'Ingres. Le décor peu banal explique-t-il l'émotion visuelle ressentie par un occidental devant cette esthétique du gavage, où pas un millimètre carré de l'image ne reste vierge? Le succès du chef repose-t-il sur une réussite plastique baroque? On pourrait le penser. Les acheteurs de l'image sont gens du Nord. L'exotisme de cette photo touche une corde sensible de ce public lointain. Et puis cette photo est outrancière, outrance d'un décor typiquement africain, outrance de l'esprit parodique et des contours satiriques du propos. L'excès, l'exubérance assumée. Mais cette lecture exotique de la photographie de Samuel Fosso n'est en général pas du goût des observateurs avertis. Jean Lamort, par exemple, n'est pas le dernier à dire son indignation face à une interprétation exotique du chef. Si Jean Lamort condamne l'exotisme, c'est, il faut le rappeler, que celui-ci est associé au colonialisme. Une seconde approche du chef est politique. Le titre « Le chef, celui qui a vendu l'Afrique aux colons » est explicite. Sur le site consacré par le Centre Pompidou à Africa Remix, on lit que le chef, celui qui a vendu l'Afrique aux colons, est habillé d'une peau et d'une toque de léopard, le cou cerné de colifichets. Sur fond de tissus africains, il se joue des clichés occidentaux pour représenter les chefs africains, en même temps qu'il fait allusion au dictateur de l'ex-Zaïre Mobutu. Cette photo renvoie enfin au rôle des chefs coutumiers africains dans la traite négrière précoloniale. Un autre site, Africa Focus, fait de même. À cette différence que le site évoque d'abord l'image d'Épinal des chefs africains, puis la traite négrière pratiquée par certains d'entre eux. Le site internet centrafrique-presse.com se montre plus spécifique. Cette photographie vise précisément Mobutu Sese Seko, homme lige de l'Occident en général, du gouvernement belge en particulier, ex-dictateur du Zaïre, responsable, entre autres, de l'assassinat de Patrice Lumumba, 1961. Malgré tout, le plus souvent, le chef, pictural et ludique, dédramatise partiellement un drame du passé. L'histoire a fertilisé un imaginaire camerounais, celui de Samuel Fosso, attiré par les extravagances vestimentaires d'un despote africain. En une jonction troublante, l'esthète Fosso et l'esthète Mobutu caracolent de concert, s'entendent au moins sur un point. Notre délire figé est admiré. L'Afrique photographique anglophone donne aussi à voir un certain nombre d'œuvres habitées par la question coloniale. La majorité des exemples cités plus bas proviennent de l'Afrique du Sud. Plusieurs explications sont possibles. La plus évidente est que ce pays a été confronté, jusqu'à une date après tout récente, à une expression exacerbée du colonialisme, l'apartheid. Prenant fin en 1994 au terme d'une lutte implacable, ce régime fondé sur le principe de la discrimination totale entre noirs et blancs a laissé des traces profondes chez nombre de photographes sud-africains.
Contrairement à celles généralement repérées dans l'œuvre des photographes de l'Afrique francophone, ces traces peuvent davantage se lire comme des plaies ouvertes. L'installation victoriane Philanthropistis Parlour a été réalisée par le photographe et plasticien anglo-nigérian Yinka Shonibert. Placée au début du parcours d'Africa Remix, cette œuvre ou du wax, un tissu africain popularisé par des Hollandais qui se sont eux-mêmes inspirés de pièces indonésiennes, recouvre du mobilier victorien permet à Yinka Shonibert de bâtardiser la culture victorienne. Ce travail élégant et distancé, entre deux cultures, est aussi intéressant dans la mesure où il reste assez proche de l'esprit dans lequel travaillent parfois quelques photographes africains francophones. Sur le carton de l'exposition About Value, David Goldblatt présente en une fausse douceur cette servante africaine assise aux côtés d'un fils de fermier plus jeune qu'elle et qui se tient debout. En une seule image, beaucoup est dit sur la transmission générationnelle de la discrimination raciale. Pretoria, Afrique du Sud, juillet 2002, SAO. SAO est un projet public sur l'histoire du peuple sud-africain. Il vise à transmettre la mémoire de l'apartheid en enregistrant la contribution apportée par chaque Sud-Africain aux récents progrès culturels et sociaux. S'il n'y a pas sur le même plan photographique d'action équivalente en Afrique francophone, on est porté au Mozambique par quasiment un seul homme, Ricardo Rangel, qui synthétise en une photographie de rue datant de 1961 ce que furent les relations entre les colonisateurs portugais et les colonisés mozambicains. Scène de rue 4, 1961. Guy Tillim est sans doute le photographe africain qui se frotte le plus régulièrement à la question du colonialisme. Il en traque les empreintes dans son pays mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Cette multiplication des points de vue est une originalité. En 2004, Guy Tillim sort Léopold and Mobutu. La belle cruauté de l'histoire du temps présent s'entrecroise avec les traces plastiques du colonialisme belge. Et dans Avenue Patrice Lumumba, 2009, Guy Tillim confectionne un répertoire des avenues d'Afrique qui toutes portent le nom du martyr congolais tué en 1961. From Agony to Agonistics est le titre du photomontage proposé par Gottfried Donkor. Terence Douane, un occidental, en fait l'analyse chapitre 1, il. 15 et 16. L'écart entre le discours de Terence Douane et l'œuvre de Donkor est minime. La sagacité du discours descriptif de l'occidental s'appuie sur la collusion de deux espaces et de deux époques différents. Le temps des esclaves dans un bateau négrier et le temps d'un boxeur noir au XXe siècle. Cette collusion se traduit par une antithèse visuelle. En arrière-plan du photomontage, l'œil s'arrête sur la vue en coupe d'un bateau d'esclaves africains. Ces esclaves entassés dans l'obscurité subissent une exploitation sans bornes. Au premier plan, un boxeur noir en position de combat. Terence Douane voit dans cette juxtaposition la terrible communauté de destin qui unit esclaves et boxeurs noirs. Les esclaves africains ont été exploités jusqu'à la mort tandis que la plupart des boxeurs noirs sont morts sans un centime en poche. Destruction, autodestruction. Cependant, le commentateur veut établir une ultime distinction. Peut-être après tout que le destin du boxeur noir est plus enviable que celui des esclaves. En effet, le sportif professionnel noir a la possibilité de livrer combat. En participant à l'Eigon, il a une chance de construire son identité noire. Alors que les esclaves privés d'Agon n'ont aucun espoir de poser les premiers jalons d'une émancipation identitaire. Voilà pourquoi, par extension, l'espace de l'image est défini comme un espace d'Agon permettant de contester la représentation habituelle des Noirs comme un espace métaphorique du ring. La Sud-Africaine Sue Williamson propose-t-elle un travail moins douloureux ? Plasticienne qui a souvent recours à la photographie, elle se définit comme étant à la fois artiste et intellectuelle. Son Native Life in South Africa pioche dans l'histoire de l'apartheid comme s'il ne pouvait exister qu'un seul constat, celui de la plaie d'une discrimination innommable ne pouvant jamais se refermer. Native Life in South Africa était le titre d'une brochure publiée par les services touristiques de l'État sud-africain en 1936. On y lisait que le visiteur trouverait en Afrique du Sud une remarquable collection de races, allant des plus arriérées et primitives aux plus viriles et intelligentes des tribus de couleur. Peter Hugo signe Nollywood en 2008. Une série en couleur où le photographe fait poser à sa façon des acteurs de Nollywood. Un homme en costume, des larmes de sang au visage, se tient debout au-dessus d'un taureau mort,
entre ses mains le cœur et les poumons de l'animal. Conclusion du photographe sud-africain: l'Afrique n'a rien à voir avec l'Éden construit par l'imaginaire postcolonial. Ces points de vue ne peuvent être exhaustifs. Cependant, quelques observations. Les photographies ou les séries de photographies réalisées à partir de la problématique du colonialisme ou du néocolonialisme existent bien, mais elles ne sont pas légion. Cet angle d'attaque politique ne semble pas être un centre d'intérêt caractéristique de la photographie africaine faite en Afrique. Il ne peut donc être le paradigme qui permettrait de mieux comprendre la photographie africaine, excepté dans le cas de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Cette problématique du colonialisme et de ses déclinaisons constitue en effet un des axes majeurs de réflexion et d'analyse des observateurs occidentaux, par exemple Erika Nimis ou Joël Busca, ou des occidentaux d'origine africaine comme Okwi Enwezor. Tous adoptent une démarche inductive qui privilégie les idées, la prise en compte d'un corpus photographique ne venant éventuellement que dans un second temps. Cette approche politique a naturellement toutes les raisons d'exister. Mais cette élite intellectuelle travaillant le plus souvent dans ou pour l'hémisphère nord semble considérer qu'elle est à même de rendre compte de toutes les difficultés de la photographie africaine d'aujourd'hui. En somme, qu'elle est une explication totalisante. Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Françoise Vergès soulignent dans La République coloniale que l'héritage colonial ne peut expliquer tous les dysfonctionnements des pays décolonisés. Donc, compte tenu de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, l'approche fondée sur la culpabilisation ne peut rester l'approche unique ou l'approche dominante. Partiale pour des raisons qu'on ne peut que deviner, elle devrait prendre en compte d'autres facteurs explicatifs qui demandent, pour être nommés et défendus, un réel courage. Adviendraient ainsi des travaux photographiques différents qui permettraient, au premier chef, un partage plus constructif des responsabilités internes à l'Afrique. La ligne d'un discours moderne est donnée par exemple par ces journalistes du Monde, Philippe Bernard et Sébastien Hervieux qui rapportent dans les colonnes du journal les propos de blogueurs. Le métis Obama dérange ou fait rêver dans les pays en proie aux rivalités ethniques, où un candidat à la présidence doit souvent prouver la pureté de son ascendant et où l'armée est une milice de l'ethnie du dictateur, remarque un blogueur. Nous sommes plus racistes que les Blancs, ose un autre. Un deuxième exemple peut encore montrer que les arguments de l'esclavage et du colonialisme sont faussés lorsqu'ils occupent seuls le devant de la scène. Ils concernent les monuments publics que d'aucuns considèrent comme des cicatrices coloniales. Alpha Konaré était président du Mali en 1991. Pendant son passage au pouvoir, ont été construits de nombreux monuments, des sculptures, bref de nouveaux repères dans le paysage urbain. Embellissement de la ville et perpétuation de l'image du président lui-même. Bonne réception par les Maliens de ce qu'ils appellent « Alpha fétichise ». Mais construire de nouveaux monuments est une chose, et c'en est une autre que de remplacer un ancien par un nouveau. Remplacer ? Les gens de Kati n'étaient pas très chauds pour déplacer dans un musée en construction sur la colonisation la statue de Faidherbe s'agenouillant devant Dieu, et que le pouvoir voulait remplacer par une sculpture moderne. Les gens ont protesté, ils ont finalement obtenu le maintien de la statue. De toutes les façons, ces différents points de vue montrent que les facteurs historiques coloniaux et néocoloniaux doivent être pris en considération lorsqu'on veut étudier la photographie africaine contemporaine. Mais ils nous autorisent, corrélativement, à envisager un cadre d'études géographiques construit à partir des héritages des anciennes puissances coloniales dans les différentes zones du continent. Pourra-t-on alors opérer dans cette Afrique mossaque des distinctions notables entre les différentes zones africaines ? 2. Le regard photographique de l'Occident sur l'Afrique remis en cause. 1. L'Afrique regardée de travers. Le vieux regard porté par les Occidentaux sur l'Afrique est faussé. 2. Inverser le point de vue. 1. L'Afrique regardée de travers. Le vieux regard porté par les Occidentaux sur l'Afrique est faussé. En 2003, Jean-Loup Pivin et Martin Saint-Léon estiment que le regard des chercheurs, principalement non français, sur la photographie africaine ne peut être que biaisé. Le postulat des deux Français est sur notre période un quasi-paradigme. Pendant environ 20 ans, ce thème du regard faussé ou du regard biaisé, qui a parfois pour discret corollaire le regard occidental qualifié de raciste, est repris par la plupart des experts travaillant sur la photographie africaine,
comme s'il n'y avait eu depuis le tout début des années 1990 aucune modification significative concernant la manière collective ou individuelle de regarder la photographie africaine. Cette critique du regard posé par l'Occident sur la photographie africaine émerge dès les magiciens de la Terre. Les magiciens de la Terre, qui ne montraient aucune photographie, voulaient promouvoir un nouveau regard sur l'art africain. L'insatisfaction de l'Ivoirien Yacouba Konaté, pour lequel l'exposition a été élaborée à partir de préjugés et de clichés sur l'art africain, est représentative d'un courant de pensée globalement réfractaire aux initiatives occidentales. Plus tard, en 2006, plusieurs autres exemples montrent que la défiance vis-à-vis du regard occidental demeure, et que celle-ci s'exprime à peu près toujours dans les mêmes termes. L'exemple le plus probant est celui d'Okwi Enwezor. Selon Enwezor, l'acte de photographier l'Afrique a toujours été prisonnier d'un conflit de la vision. Comment les Africains voient leur monde et comment les autres voient ce dernier. Cette façon de voir, celle de l'Occident, fonctionnerait non pas à partir de ce qui est vu, mais à partir d'un point de vue préétabli sur un monde que n'occupent pas réellement les Africains. Et son moteur est le couple familier fascination-répulsion. Peter Beard, photographe américain ayant vécu 40 ans au Kenya, en est, d'après le commissaire américain, un parfait exemple. Les qualités humaines de ces sujets africains sont placées au degré zéro de la reconnaissance. Au cours de sa conférence donnée en 2006 à la Maison européenne de la photographie, Erika Nimis fustige les visions occidentales toujours stéréotypées de l'art africain. Puis elle dresse le bilan de En français sous l'image, une exposition de photographie présentée la même année à l'Espace Electra, Paris. En français sous l'image voulait montrer que la photographie française pourrait se définir par une relation forte et particulière entre texte et image. Mais, selon Erika Nimis, cette exposition constituée de photos de la collection de la MEP parues dans des ouvrages qui ont marqué l'édition française, ceux de Françoise Huguier et de la Revue Noire par exemple, rend avant tout hommage au travail de reconnaissance effectué par ces photographes sur la photographie africaine, que ceux-ci ne représentent pas la photographie telle qu'elle se pratique réellement en Afrique. Snap Judgment, montré à New York également la même année, sera rejeté par la même Erika Nimis, et pour la même raison. Ce n'est pas la vraie photographie africaine que les Américains donnent à voir dans Snap Judgment. Au demeurant, Erika Nimis n'est pas la seule à le penser. Des Sud-Africains eux-mêmes, Joe Ratcliffe, largement présente dans le catalogue, pourtant bien servi dans cet événement new-yorkais, ne voit rien non plus qui puisse être qualifié d'africain dans l'ambitieuse exposition. Sur RFI, le dimanche 12 juin 2006, des Africains critiquent Africa Remix, 2005, exposition sur l'art africain contemporain qui accorde cependant une vraie place à la photographie. Un commentateur parle de ghettoisation des artistes africains. Il perçoit la sélection comme réductrice, remet en question le choix des commissaires qu'il juge non représentatifs et déplore le fait qu'il n'y ait pour les Africains que des expos, rien que des expos. Mais les expositions ne subissent pas seules ce type de reproche. La plupart des approches thématiques courent également le risque d'une mise à l'index. La raison en est l'ignorance supposée de ceux qui expriment leur opinion sur l'Afrique. Tel est l'avis de Pep Subiros. En Afrique du Sud, ce sont les Sud-Africains eux-mêmes, les Blancs surtout, mais aussi un peu les Noirs qui vous imposent une vision biaisée et partiale de ce qui se passe dans le pays, en particulier l'insécurité à Joburg. Le commissaire espagnol explique de deux manières ces visions erronées de l'Afrique. Première explication. Le Nord ne s'intéresse qu'aux désastres touchant l'Afrique, les sécheresses, les coups d'État, les guerres civiles, les génocides, etc. Et s'il refuse de prendre en compte, par exemple, la vitalité urbaine africaine, c'est parce que cette Afrique quotidienne et ordinaire nous rappellerait trop certains aspects de nous-mêmes mais que nous voulons oublier. Deuxième explication avancée par Pep Subiros, au fond proche de la première. L'Afrique est pour l'Occident comme sa cave ou ses égouts. On le constate, un sujet sur l'Afrique photographique évolue difficilement en terrain neutre. Et les observateurs patentés ne sont pas les seuls à remettre en question le regard occidental. Les responsables politiques africains se montrent également sensibles à l'image que la photographie peut donner de leur pays. En Égypte, reconstruction syrienne de la photographe égyptienne Hala El-Koussi présentée par The Townhouse Gallery of Contemporary Art, a valu à la jeune femme d'être accusée de mal représenter son pays.
Et Ala El-Koussi d'en conclure que toute photo est liée à la question de la représentation de la nation. Celui qui s'intéresse de l'extérieur à la photographie africaine ne dispose donc pas d'une marge de manœuvre infinie. Comment, par exemple, recevoir le postulat radical d'Abdoulaye Konaté, artiste et directeur du MAM à Bamako, selon lequel le regard occidental ne peut pas voir l'art africain, dans la mesure où celui-ci serait un art intensément africain dans l'âme et en même temps toujours perçu comme non-africain de l'extérieur. D'autres fois, certaines déclarations dénotent une colère tramée de haine. Le climat, ouvertement passionnel, montre que parler au nom de l'art africain ou de la photographie africaine équivaut à marcher sur un champ de mine. Ainsi nos œuvres d'art ont droit de citer là où nous sommes interdits de séjour, déclara l'ancienne ministre de la Culture du Mali, Aminata Traoré, au moment de l'ouverture du musée du Quai Branly. À vision stéréotypée. La chasse aux stéréotypes. Photoquai, Paris 2007. Point de vue de Jean-Loup Pivin, directeur artistique de cette première biennale des images du monde et l'un des initiateurs de la Revue Noire. Son opinion concerne ici l'Afrique mais aussi les autres grandes zones géographiques de la planète. Ni exotisme, ni photographie touristique, affirme-t-il en usant du ni de François Mitterrand version 1988, ni misère enferrée dans les clichés photographiques et à contrario, ni vision positive à tout craint. La sélection veut s'émanciper des stéréotypes encore persistants dans la perception et la représentation de l'autre. Condamnation du regard ethnologique. La représentation stéréotypée de l'autre trouve sa source dans le regard ethnologique que l'Occident a, dès le début de la colonisation, posé sur l'Afrique et les Africains. Olivier Sultan est l'un des contempteurs de ce regard. Il rappelle en 2004, avant l'exposition du musée du Quai Branly, la sinistre existence en Occident au XIXe et XXe siècle de zoos humains. Dans les Afriques ou la création contemporaine, il plaide en faveur d'une Afrique aux identités multiples et contre la vision nostalgique post-coloniale d'un exotisme africain imaginaire. Un courant de pensée voisin, complémentaire du précédent, veut que pendant cette période coloniale ce soit l'Européen qui ait regardé l'Africain et non l'inverse. Plus largement, on estime que quelle que soit la période considérée, l'Afrique n'a jamais existé que soumise au regard de l'étranger. La Biennale de Dakar de 2008 a ainsi été axée sur cette même problématique, du regard et du miroir. Le regard narcissiquement aveugle de l'Occident, expression de Simon Niami. Simon Niami, qui accuse le regard occidental d'être narcissiquement aveugle, assimile ce regard narcissique au regard ethnologique. Lorsque j'écoute Mozart, commence Simon Niami, qui en 2008 dialogue avec ses pairs, je me demande souvent ce qu'ils penseraient de moi. Ils ne m'auraient pas reconnu pour ce que je suis, mais sur ce qu'il lui aurait semblé que j'étais. Puis l'écrivain développe sa théorie manichéenne du narcisse. Mozart était le contraire d'un narcisse, tandis que l'Occident narcissique et méprisant n'a jamais considéré l'Afrique que d'un point de vue narcissique, justement. Niami prolonge sa réflexion avec une citation de Hegel et les propos racistes de Jules Romain, lui-même cité par Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. Sont après cela appelés à la barre le discours de Dakar prononcé le 26 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop, par Nicolas Sarkozy, et l'attitude de ce dernier dans l'affaire de l'Arche de Zoé. L'un dans l'autre, tous ces narcissismes conjugués permettent à Niami, qui occulte la référence à la loi Taubira de 2001, d'expliquer l'esclavage et la colonisation. Pourquoi citer Simon Niami ? Niami occupe, dans le domaine de la photographie africaine contemporaine, une place de premier plan. C'est du moins ce que l'on découvre lorsqu'on lit les introductions des catalogues disponibles dont il est, la plupart du temps, le préfacier. Simon Niami, également à l'origine de nombreuses manifestations photographiques en Afrique, s'exprime par ailleurs dans des revues qui se rapportent, de près ou de loin, à sa compétence d'expert en photographie africaine. La faculté de Simon Niami à occuper les médias nous donne l'occasion, qui est aussi une obligation en regard de notre sujet, de peu à peu reconstituer la pensée d'un homme qui symbolise presque à lui seul la reconnaissance de la photographie africaine sur la scène internationale. Mais quelles leçons tirer de cet état de fait ? Niami entame le plus souvent ses prises de parole avec des généralités d'ordre philosophique et moral.
Se tournant volontiers vers un passé lointain ou récent propre à culpabiliser l'Occident, il politise systématiquement son approche. Existerait-il une autre façon de parler de la photographie africaine contemporaine? Il semble que l'approche politique soit inévitable, le cas politique de l'Afrique irradiant toute la photographie africaine. De plus, cette photographie reste malgré tout proche du réel, et cette proximité ne peut que refléter avec plus ou moins de précision les douloureuses et prométhéennes problématiques du continent. Les textes fondateurs sur la photographie africaine sont difficiles à trouver. C'est pourquoi, notez les références littéraires, philosophiques, artistiques ou politiques qui sont utilisées par les uns et par les autres, dans le cas présent par Niami, présente un intérêt, cette sorte de récollement permettant d'établir un corpus de textes significatifs. Aux médias, incombe la responsabilité des stéréotypes propagés. Noémie Hernandez Rodriguez part du principe que la distorsion de la réalité par les médias vient des intérêts politiques qui sont basés sur l'hégémonie de l'idéologie néolibérale. Elle appuie sa démonstration sur l'exemple de l'immigration aux Canaries. Les médias qui ont choisi de montrer des milliers d'images de migrants arrivés par bateau et qui ont échoué sur les plages des Canaries sont tenus pour responsables des paniques déclenchées. Noémie Hernandez Rodriguez estime de surcroît que ces images répandues par les journaux entrent en contradiction avec la réalité de l'immigration. En effet, ceux qui viennent vivre temporairement ou définitivement aux Canaries arrivent non par bateau, mais le plus souvent par avion. Ce sont donc ces médias déconnectés de la réalité qui favorisent la création de stéréotypes relayés ensuite par les journaux qui aiment, par exemple, présenter les immigrants comme des victimes souffrantes. En fait, poursuit Noémie Hernandez Rodriguez, il faut revenir aux chiffres. Ils permettent de constater que parmi ceux qui tentent le périlleux voyage vers l'Europe, il y a seulement 9,85% d'Africains, 29,97% de Latino-Américains et 54,93% d'Européens. À dire vrai, cette prise à partie des médias est devenue un lieu commun. Considérés dans leur insaisissable globalité, ils sont tenus pour responsables de la propagation impossible à contenir des clichés sur l'Afrique. Ils restent en outre comptables, justement, du peu de temps d'antenne quand il s'agit de la télévision, consacrée aux événements africains ordinaires et exempts de sensationnalisme, témoignage de la vraie vie sur le continent. Le stéréotype de l'Afrique vu comme une ère de divertissement populaire. Okwi Enwezor et Octavio Zaya avaient commencé dès 1996, dans la préface du catalogue d'Insight, New York 1996, de clouer au pilori le regard faussé que, selon eux, l'Occident a porté et porte sur l'Afrique. Ils partent, comme Simon Niami, des leçons de la philosophie de l'histoire dans lesquelles Hegel affirme que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Peu après, à l'époque coloniale, toujours selon Okwi Enwezor et Octavio Zaya, l'Occident perçoit le continent comme un terrain d'enquête et comme une ère de divertissement populaire. La photographie fraternise avec l'anthropologie et propose une vision stéréotypée des réalités africaines. C'est l'Afrique perçue comme un vaste trou noir, un no man's land, un cœur des ténèbres, la référence à Joseph Conrad est explicite. Puis une autre vision de l'Afrique se substitue à la précédente, tout aussi cliché, celle d'un territoire accent aigudénique, havre d'aventure et de liberté. Le temps passe, mais rien n'y fait, les idées fausses, les stéréotypes sur ce continent excentré continuent de circuler. Parfois, quelques photographes visent la même cible. L'architecte et photographe marocaine Souad Guénoun conspue la mondialisation. Peter Hugo en 2007, avec Rest Area on the Road to Chipi, et Baobab and Box in the Veld, deux épreuves couleurs parues dans Messina Musina, une monographie sur le photographe sud-africain. Le symbole de l'Afrique, le baobab, dont la gestuelle particulière est identifiable à la seconde dans les paysages d'Afrique, y est représenté privé de toute majesté. Ces baobabs désacralisés par des graffitis, ou cernés par la saleté d'un environnement sans gloire montreraient une Afrique trivialisée. B. Le regard exotique et l'orientalisme sur le banc des accusés. La critique du regard exotique occidental fait l'unanimité. Parce qu'on le juge égoïste, irresponsable et générateur de racisme. Selon les experts, le goût de l'exotisme trouve sa source au XIXe siècle.
Les photographies du Français Félix Jean Moulin, 1860 à 1868, sont qualifiées par Isolde Brielle-Meyer d'exotiques et d'orientalisantes. Martin Saint-Léon va plus loin quand il fait le lien entre l'exotisme et la mission civilisatrice d'une Europe convaincue de ses valeurs matérialistes et scientifiques, qu'elle estimait universelles. En 2003, 15 ans plus tard, Pascal Martin Saint-Léon fait allusion au même ennemi. Certains nous reprocheront un manque d'exotisme si vendeur par-delà les frontières. Dans le même ouvrage, Cohérence éditoriale oblige, Alain Dock condamne aussi l'exotisme, celui qui défigure, suscite des fantasmes, et au bout de la chaîne logique, se rattache au racisme colonial. Du côté du Maghreb, les critiques de l'exotisme sont équivalentes. Le colonialisme s'est rendu coupable d'avoir laissé une image photographique strictement orientaliste de ces pays. Prenant acte de cet impérialisme dommageable, certains photographes du Maghreb et de l'Égypte défendent le principe de photographie d'une plus grande subtilité parce que prise sur le continent par ceux qui y vivent. Chez la plupart de commentateurs, la distance qui sépare le regard exotique du racisme est faible. La raison en est que cette dialectique racisme-exotisme fait partie d'une problématique qui déborde évidemment le cadre de la photographie. Cette question du regard qui maintient à distance et falsifie la réalité pour mieux asservir est inhérente au débat sur la société africaine d'aujourd'hui. La photographie africaine ne peut jamais l'ignorer, elle en est même comme un des prolongements consubstantiels. Ainsi, le discours de Nicolas Sarkozy du 26 juillet 2007 a de nouveau ouvert des plaies et donné, comme on l'a vu, du grain à moudre aux observateurs professionnels. Les idées d'Achille Mbembe sont caractéristiques des controverses qui jalonnent l'histoire de la photographie africaine contemporaine. Camerounais, diplômé de la Sorbonne, enseignant en 1986 à l'Université Columbia de New York, connaisseur des travaux de Jean-Marc Ella et Jean-François Bayard, directeur de recherche au Witwatersrand Institute of Social and Economic Research à Johannesburg, Achille Mbembe est un théoricien qui travaille sur la violence du pouvoir dans les sociétés postcoloniales. Il rédige dans Courrier International un article intitulé Sarko, Hegel et les nègres, une réponse en tir tendu au discours de Nicolas Sarkozy prononcé le 26 juillet de la même année. L'exotisme y est traqué, le stéréotype pourchassé. On le voit, ces deux dernières notions soudent contre elles la critique. Et la vague d'artistes qui veut montrer l'Afrique telle qu'elle est, du moins telle qu'ils la vivent eux, les Africains de souche, et non comme les Occidentaux l'ont rêvé, pourrait in fine s'analyser comme une revanche nécessaire du réalisme sur le romantisme. Mais les critiques radicales dont sont l'objet ces stéréotypes exotiques émanent davantage d'intellectuels évoluant dans les sphères culturelles occidentales, même si des exemples de photographes prenant pour cible ces stéréotypes sont faciles à trouver. Ces photographes, précisons-le, sont fréquemment des binationaux formés dans des universités ou des écoles occidentales. Il apparaît aussi que les discours photographiques dénonçant exotisme, stéréotypes et orientalisme soient davantage récurrents au Maghreb et en Égypte qu'en Afrique noire, l'Afrique du Sud étant un cas à part. Ce rejet idéologique de l'exotisme ne signifie pas, naturellement, qu'il ait eu raison dans les milieux photographiques, de nouveaux élans exotiques au fond impossibles à éradiquer. J'ai ce carton d'invitation annonçant la reprise à la Saline Royale des Arquesnan d'une partie de la Biennale de Bamako, en 2003. Son iconographie empreinte de nostalgie est faite d'une ancienne carte d'Afrique devant laquelle se dressent deux colons, ces figurines longilignes polychromes représentant des Noirs habillés à l'européenne. Dès que l'on quitte le volontarisme moral du monde artistique photographique, on tombe rapidement sur maints exemples d'images à la photogénie racoleuse. Au moment de la guerre tchadienne de février 2008, le centre culturel français de N'Djamena a été victime de bombardements et de pillages. Le personnel, ainsi que de nombreux autres Français, ont été évacués par l'armée française et emmenés par Transal à Libreville, Gabon, puis rapatriés dans l'Hexagone. Sur un des murs du CCF de N'Djamena aux allures de fantôme, demeure punaisé un calendrier daté de 2008 et signé Bolloré. Les 12 photos de Florence Gatti y invitent à venir découvrir une Afrique à l'exotisme irritant. Que conclure sinon que la voie est étroite entre le rejet de la vision exotique accent aigu coloniale et l'acceptation d'une autre vision, celle-ci honorable, d'une Afrique qui a besoin de touristes pour vivre et survivre?
C'est peur, bonne conscience et racisme. Des images aux couleurs irréelles et chatoyantes, éléphants, girafes, soleil couchant sur de grandes plages lisses, ou bien misérabilistes et attachés à nos culpabilités, à nos peurs ou à nos bonnes consciences, enfants affamés, visions de cadavres en noir et blanc, terreur et peur du Sud. C'est, venant de Karl Kugel, un Français s'adressant à ses frères d'Occident, le point de vue dichotomique standard sur les deux familles antagonistes d'images qui domineraient, pour de mauvaises raisons, l'imaginaire occidental. Plus je le rencontre, plus je me dis que ce type de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.